Bonjour à tous, je suis Jean-Christophe de Tovia, le DG de Descartes Développement et Innovation. On a donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre partenaire économique de quasi long terme maintenant, Suez, autour d'une de ces conférences que nous organisons Je ne après sais pas où est-ce qu'elles sont. C'est juste que Garance me dit. et qui ont pour but de sensibiliser, d'informer nos cibles, donc plutôt des PME innovantes et le monde de la recherche, sur des innovations de grands groupes qui peuvent être intéressantes à plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, on a la présentation par M. Delahaye, qui est chef de marché protection de la ressource et des milieux aquatiques chez Suez, d'un outil qu'ils ont développé qui s'appelle COVID-19 City Watch. C'est un système de surveillance de la circulation du virus dans une ville développé par Suez, qui est une offre à destination des collectivités et qui couple l'analyse de la présence de marqueurs du virus dans les réseaux d'assainissement à une plateforme digitale. Et donc ainsi, les autorités locales sont en mesure de localiser les foyers d'infection et d'anticiper des mesures sanitaires pour éviter de nouvelles contaminations. Voilà pour la petite introduction. Monsieur Delahaye, je vais vous passer la parole. Juste quelques rappels pour nos participants. Je vous invite à laisser vos micros coupés pour qu'on n'ait pas de perturbations sonores, à noter vos questions dans la partie chat en cours de route ou à réserver vos questions pour la fin de la présentation. Monsieur Delahaye, merci beaucoup de vous joindre à nous et je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci pour, l'introduction. Effectivement, je vais vous présenter donc cette offre de services que l'on a développée, chez Suez. Peut-être avant, je vais faire un petit bond, en arrière dans le passé. Vous rappelez, qu'au 19e siècle, par exemple en 1832, les capitales, européennes ont subi une forte épidémie de choléra. C'est pas si vieux que ça, donc 1832, milieu du 19e, il y a eu plusieurs, épidémies à la suite. Et suite à ça, en fait, suite à cette très forte, épidémie de choléra, qui a fait finalement plus de 100 000 morts en France, on s'est posé des questions sur, le rôle, des eaux usées, et il y a eu le développement de l'assainissement fortement en France et surtout dans les grandes villes, via le développement du tout à l'égout. Donc à l'époque déjà, l'assainissement était une réponse sanitaire, donc pour améliorer la santé des citoyens. Depuis, bon, ça a évidemment beaucoup évolué. Désormais, l'assainissement, on le relie plutôt à la protection de l'environnement, protéger les milieux, les rivières, et cetera. Néanmoins, là, vous allez voir avec cette offre-là, on retrouve encore l'intérêt de l'assainissement pour protéger la santé. Alors évidemment, je vais faire un rappel, mais je pense que tout le monde est bien au courant, malheureusement de l'impact de l'épidémie de Covid-19. Donc actuellement, on a dénombré presque 120 000 décès liés à cette, maladie depuis la 1re vague. Heu, Aussi un impact important au niveau des EHPAD, hein, donc près de 26 000 décès. En France, on a cumulé donc 7 millions de cas. Et bon, il faut rappeler évidemment de toute la mise en tension du système hospitalier qui est toujours, voilà, potentiellement, à risque vis-à-vis d'une recroissance de cette, épidémie. J'ai rappelé aussi l'impact économique sur ce slide puisque, évidemment, un fort impact sanitaire, mais aussi, bah, voilà, ça a perturbé finalement toutes nos vies, au quotidien et bien sûr l'activité économique, hein, via notamment les différents confinements qu'on a vécus. Là, j'ai juste rappelé le chiffre qui avait été annoncé lors du premier confinement, de 120 milliards d'euros de pertes économiques. Donc voilà, donc 2 aspects évidemment, l'aspect sanitaire, hein, qui prévaut bien sûr, mais aussi, tous les impacts, indirects liés, à la modification de nos vies quotidiennes et donc, de l'économie. Donc ça, c'est pour la France évidemment, ça a touché tout le monde. Hem Déjà, bah, alors quand on a vu arriver cette épidémie, c'était vraiment une maladie, nouvelle, hein, heu, mais de l'antériorité du passé qu'on a sur des suivis épidémiques, que ce soit en France ou voire ailleurs, hein, dans le monde, hein, ou dans des pays peut-être avec justement des mesures d'hygiène un peu moins fortes et de l'assainissement moins développé. On se rend, très facilement compte que les solutions locales sont les plus efficaces, en fait. Pour évidemment éviter de
de développer la propagation de l'épidémie, éviter les contagions. Donc, il faut essayer de prendre le plus tôt possible, au niveau local, des solutions pour éviter la propagation. Néanmoins, pour faire ça, il nous faut des données donc sanitaires, des données épidémiologiques qui soient fiables pour pouvoir prendre les bonnes décisions au niveau local. Jusqu'à présent, les données qu'on a, c'est des données, de tests physiques. Alors, si on rapporte à ce qu'on a vécu, sur le covid, c'est les diagnostics, PCR qu'on fait dans les laboratoires ou à l'hôpital. Bon, qui ont mis un peu de temps effectivement à se mettre en place, lors de l'arrivée de la première vague. Heu, c'est les taux d'hospitalisation, le remplissage des hôpitaux. Mais voilà, c'est à peu près les seuls indicateurs dont on dispose, généralement sur le suivi de cette épidémie. Et là, on a, via des travaux, pu trouver un autre indicateur et je vais vous montrer aussi que cet indicateur est, complémentaire et très intéressant par rapport aux autres indicateurs et permet aussi d'avoir une réactivité un peu différente. Alors qu'est-ce qu'on a fait, chez Suez? Dès le début dès l'arrivée du virus finalement en Europe, hein, dès le mois de mars 2020, on a, travaillé sur, la détection du virus dans les eaux usées. Alors pour 2 aspects. Premier, c'était déjà savoir est-ce qu'il y a un risque de contagion via, les eaux usées puisque déjà nos nos exploitants, notre personnel est en contact avec les eaux usées. Donc faut déjà s'assurer du risque ou non à travailler sur ces eaux usées-là. Et bien sûr, arriver à voir si on pouvait, détecter ce virus dans les eaux usées et voir si on pouvait, se servir de cette détection pour pouvoir, apporter un service, lié à la maîtrise de l'épidémie. Donc on a travaillé sur les méthodes de concentration des échantillons qu'on prélevait sur les eaux usées. On a développé tout un protocole et analytique jusqu'à pouvoir détecter, les restes du virus parce qu'en fait, ce qu'on retrouve dans l'eau usée, donc l'eau qui arrive jusqu'aux stations d'épuration, qui est charriée par les réseaux d'assainissement. Ce qu'on retrouve dans cette eau usée-là, c'est de l'ARN du virus. Donc c'est pas le virus, en intégralité, c'est, son code génétique finalement. Il est déjà un peu, détruit, donc il y a un risque très faible finalement de contamination via les eaux usées. Et ce qu'on retrouve, c'est l'ARN. Donc on peut quand même arriver à pister ce virus grâce à cet ARN. Donc ce qu'on a développé, c'est une méthode d'analyse qui cible 2 gènes spécifiques, du virus, hein, qui est situé sur l'ARN, sur les brins d'ARN. Hem et ces 2 gènes-là d'ailleurs, c'est peut-être un peu de chance aussi, mais on les a retrouvés sur tous les variants, finalement. Donc c'est des gènes qui ne sont pas modifiés par les mutations, du virus. Donc finalement, on a pu suivre tous les variants, connus, jusqu'à présent, via notre analyse et donc pouvoir voir la concentration, en virus, en tout cas en ARN du virus dans les eaux usées. On me dirait: «Oui, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans les eaux usées, mais finalement, est-ce que ça nous apporte quelque chose?» Alors, effectivement, c'est intéressant parce que ce qu'on retrouve dans les eaux usées, c'est ce qui est excrété par les personnes infectées. Et quand je dis personnes infectées, c'est toutes les personnes qui sont porteuses du virus. Donc, pas forcément celles qui ont développé des symptômes, celles qui ont été contaminées. Savoir qu'il y a une bonne partie des personnes contaminées qui ne vont jamais développer de symptômes, des personnes asymptomatiques. Par contre, elles vont être contagieuses. Et les personnes qui vont être infectées, mais qui vont mettre un certain temps à développer des symptômes, puis aller se faire dépister et avoir le résultat de ce dépistage. Donc finalement, entre le moment où on est infecté, on excrète via nos selles ces brins enfin ce virus, et le moment où on est détecté en tant que personne contaminante, finalement, euh, il peut se passer une semaine, 2 semaines, voire plus. Donc finalement, on va détecter dans les eaux usées les personnes infectées, alors qu'elles-mêmes ne le savent pas forcément. Donc on va avoir en gros 2 semaines, un peu plus parfois, d'avance sur les tests diagnostiques physiques, les tests PCR, qu'on connaît. Et puis aussi, on va pouvoir détecter les personnes qui vont jamais se faire dépister puisqu'elles n'ont pas développé de symptômes. Elles sont peut-être pas même conscientes d'être infectées. Donc on va aussi, nous, pouvoir détecter finalement toutes les personnes qui sont porteuses, du virus. Alors évidemment, c'est
complètement anonyme, hein, on teste les eaux usées, donc on ne peut pas savoir qui est infecté, mais on peut savoir qu'il y a de l'infection, à quel degré, est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse. Sur certains lieux, on peut savoir est-ce qu'il y a du virus ou pas. Par exemple, si on suit une école, on va pouvoir savoir s'il y a une présence du virus dans l'école ou pas. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une alerte précoce. Finalement, on arrive à savoir qu'il y a du virus à un endroit alors que les gens ne sont pas forcément conscients d'être contaminés. Et puis, c'est une analyse finalement qui est relativement simple et qui a un intérêt fort. C'est grâce au seuil de détection assez bas de cette analyse, on est capable de détecter une personne contaminée pour 100 000 personnes. C'est-à-dire que vous êtes sur un bassin versant qui connecte 100 000 personnes au réseau d'assainissement. Vous allez faire une analyse. S'il y a une personne positive, donc contaminée par le virus dans ce bassin versant, vous allez le voir dans les eaux usées. Vous allez voir un signal positif de présence du virus. Donc ça, c'est intéressant, notamment au démarrage ou au redémarrage épidémique, puisqu'on va très vite voir qu'il y a qu'il y a du virus qui est réapparu sur le territoire. Et donc là, ce qu'on peut mettre en place, c'est d'autres analyses pour remonter peut-être le réseau, pour trouver le cluster et agir au plus près de la contamination. Et l'intérêt aussi en termes finalement assez basiques, hein, économiques, c'est que ça, c'est une analyse, hein, ça reste de la PCR, même si, au départ, il y a beaucoup de purification de l'échantillon puisqu'on n'est pas du tout, dans les fosses nasales, hein. On est malheureusement dans le réseau d'assainissement, donc vous imaginez bien que c'est plus compliqué, de faire l'analyse. Donc il faut déjà bien pré-traiter l'échantillon. Mais à la base, ça reste de la PCR, même PCR qu'on utilise avec pour l'analyse, physique, qu'on le connaît. Heu, donc donc on arrive à avoir, finalement une seule PCR pour un bassin de 100 000 habitants. Donc évidemment beaucoup moins cher que de tester 100 000 habitants avec les cotons-tiges, hein. Hem Ce qui nous permet finalement de le faire de manière plus régulière et donc d'avoir un suivi, hem, constant, systématique du territoire. Donc voilà, 2 gros avantages. Le fait de pouvoir faire ça de manière régulière et de tester une large quantité de population et d'avoir cet aspect, un peu en avance, de phase par rapport aux tests, diagnostiques ou aux résultats qu'on pourrait obtenir par les calculs de taux d'incidence, liés aux hospitalisations ou aux cas déclarés. Alors, suite à ça, on a développé, bah, une offre complète, pour pouvoir proposer ça à nos clients, donc les collectivités, des établissements, publics style, comme les écoles, ou les EHPAD ou d'autres, ou des établissements privés comme les entreprises. Et donc là, l'intérêt d'avoir finalement une offre complète de l'analyse jusqu'à, finalement l'aide à la décision pour les autorités sanitaires. Le préalable, c'est déjà de connaître le bassin versant qu'on va équiper. Donc il faut qu'on repère les endroits où on va mettre des préleveurs, donc pour pouvoir faire ces échantillons sur le réseau. Alors comme Suez est exploitant souvent des réseaux d'assainissement, bah, on connaît bien, ces ouvrages-là et on sait où, installer les préleveurs et à quel endroit ça a le plus de sens, donc pour pouvoir découper le territoire en petites zones de suivi. Éventuellement, on peut aussi suivre des bâtiments particuliers, sensibles, les EHPAD notamment, lors des 2 premières vagues étaient des bâtiments à risque, élevé. On peut suivre aussi les écoles, hein, c'est plutôt là, on continue à suivre quelques écoles, en France, bah, notamment, on sait que un peu plus à risque, en ce moment. Donc voilà, on a une stratégie de sectorisation, savoir où est-ce qu'on va placer nos préleveurs automatiques. Évidemment, on va suivre aussi les stations d'épuration. Et puis on va faire, les analyses, sur ces échantillons, donc avec un laboratoire, dédié, chez Suez, hein, qui utilise le protocole qu'on a développé. Sous, 2 à 3 jours, après il y a des temps de transport parfois, 2 à 3 jours, on a les résultats de ces analyses. Donc on garde encore cette longueur d'avance par rapport aux tests physiques. Voilà, en gros 2 semaines, qu'on conserve d'avance sur les résultats. Et tout ça, après, on peut transférer ça sur une plateforme, digitale qui permet de visualiser à la fois les différents quartiers et le taux de contamination des quartiers et de voir la tendance,
donc l'historique finalement de contamination du territoire. Tout ça, c'est interprété par, nos experts épidémiologistes, au sein de Suez, puisque Suez, va déjà, travailler pas mal sur le risque sanitaire, pour plein d'autres pathogènes, hein, que le virus SARS-CoV-2, hein, mais on travaille sur, on a parlé du choléra au début, on travaille sur, la gastro, sur la grippe, enfin sur des pathogènes un peu plus, conventionnels, mais finalement, c'est un peu le même travail sur un nouveau virus. Donc on a des épidémiologistes qui interprètent les données, récupérées de ces analyses et permettent d'expliquer, avec d'autres paramètres, les tendances, qu'on peut voir sur le territoire et donc d'émettre, un avis sur, ce ce qu'il faut faire ou en tout cas, un conseil, aux collectivités et aux ARS pour la gestion locale de l'épidémie. Donc ça peut être, voilà, on a détecté par exemple, j'en parlerai un petit peu après, mais des cas, des quartiers qui étaient plus contaminés que d'autres ou des quartiers où on voyait apparaître le virus à certaines vagues, lors de certaines vagues et donc on a, alerté les ARS qui ont procédé à des tests physiques, pour trouver les personnes contaminées. Donc voilà, une chaîne globale, en fait, vraiment, l'optique finale, c'est d'avoir, une aide à la décision qui vient compléter, hein, les autres indicateurs. Ça ne vient pas remplacer, le taux d'incidence ou le taux d'hospitalisation, hein, évidemment, ça vient en complément. C'est une vision un peu plus, heu, un peu en avance, on va dire, de ce qui va se passer, donc c'est complètement complémentaire de ce que fait déjà, la DGS. Donc voilà, c'est résumé, très schématiquement ici. En gros, voilà, une fois qu'on a sectorisé, on fait des prélèvements, des analyses, heu, on récupère les résultats qu'on va venir afficher sous forme de graphiques et sous forme de cartes, pour indiquer les zones les plus contaminées. Après, s'ensuit une discussion avec la collectivité. Donc généralement, on fait des analyses, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine selon le risque épidémique. Tout ça, c'est partagé avec les ARS locales qui alors évidemment, c'est pas Suez qui prend les mesures sanitaires, hein, c'est vraiment l'ARS qui décide après avec, les données qu'elle récupère de Suez et d'autres indicateurs, les mesures à mettre en place localement. On a, finalement structuré notre offre aussi pour, s'adapter à la période, et donc à la phase épidémique qu'on traverse à ce moment-là. Puisque, voilà, il n'est pas toujours nécessaire de faire toutes plein d'analyses sur le réseau si on est dans une certaine phase épidémique. En gros, si on est en phase, on va dire hors épisode épidémique, donc phase de faible circulation épidémique, hein, ce qui est un peu entre ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est en train de sortir d'une phase épidémique. On va plutôt réduire le nombre d'analyses, un peu réduire la fréquence, peut-être suivre que les stations d'épuration qui finalement collectent tout le bassin versant. Et dès qu'on va voir, une augmentation ou une suspicion d'augmentation, peut-être on va redétecter le virus. Il y a eu des périodes où on ne détectait plus parce qu'on était vraiment en niveau très bas de circulation. Et ben, on va remettre en route les préleveurs qu'on a, sur le réseau pour essayer de voir quels sont les quartiers, qui sont contaminés. Donc on va passer plutôt dans une phase 2, on va considérer redémarrage, où là on va vraiment augmenter le nombre de prélèvements et quand on se retrouve dans une phase, forte de circulation épidémique, ce qu'on a connu, on va dire au début de l'année, là, on peut réduire un peu puisqu'au final, la circulation, va être, très diffuse sur le territoire, très très importante. Au final, voilà, on va plutôt regarder en termes de tendance, donc on va peut-être, réduire un petit peu on recherche plus de cluster puisque finalement cette notion de cluster n'a plus de sens quand, l'épidémie est installée. Donc on peut réduire aussi un petit peu le nombre d'analyses. Donc finalement, on s'adapte, en fonction du contexte épidémique pour, voilà, pas faire d'analyses non plus, inutiles. Voilà, c'est résumé un petit peu ici en fonction de trois surveillances. Alors c'est schématique, hein, évidemment, on s'adapte au territoire et puis aux souhaits de la collectivité ou des ARS pour équiper ou non certains sites.
Donc, généralement, les stations d'épuration, on les a toujours équipées, parce que c'est quand même ce qui récolte toutes les eaux usées du territoire. Certains lieux sensibles, les écoles, les EHPAD. Et puis après, en fonction, on va soit prendre les gros collecteurs, soit aussi prendre de plus petits collecteurs sur des quartiers qui nous semblent être à risque d'infection, pour pouvoir essayer d'avoir des actions les plus locales possibles, notamment lors des redémarrages épidémiques. Donc tout ça, c'est déclenché, finalement, pas dire au jour le jour, mais de semaine en semaine, par rapport avec nos clients collectivités. Donc c'est l'intérêt aussi de la réactivité du service. Donc pour résumer, déjà un premier résumé des bénéfices avant de voir, quelques réalisations. Donc la partie alerte précoce, le fait de pouvoir, détecter finalement, les gens qui sont infectés dès leur infection et non pas, une fois qu'ils ont des symptômes. Pouvoir remonter le réseau pour pouvoir détecter des clusters. Donc rapidement, une fois qu'on voit qu'il y a quelque chose sur le territoire, pouvoir remonter pour pouvoir, donner les informations les plus locales possibles. Et puis évidemment, on arrive finalement à tester tout un territoire de manière complètement indolore, hein. Les gens savent ne savent pas forcément enfin, ils sont pas suivis personnellement, mais en tout cas le territoire est suivi sans que ce soit, c'est beaucoup moins indolore évidemment qu'un test, PCR. Et ça permet de donner des informations complémentaires à ce que, l'ARS, a déjà via donc les suivis sanitaires en place. Donc une aide à la prise de décision qui est plus locale, parce que souvent les informations qu'on a sont des informations, donc plutôt à l'échelle du département, voire de la région. Et on l'a vu notamment quand on a fait le suivi, sur la communauté urbaine de Dunkerque, hein, lors de l'arrivée du variant anglais. On était en place à ce moment-là, on suivait déjà la collectivité. Et donc on a vu arriver, très fortement cette poussée, du SARS-CoV-2 localement, alors que le reste du département était, pas du tout impacté. Et ça a duré, plusieurs semaines où c'était vraiment localisé sur Dunkerque. Donc on a vraiment pu voir cette montée, en puissance du variant anglais et prendre les décisions. Alors alerter déjà l'ARS, hein, ça a été assez rapide et pouvoir prendre, pour qu'elle puisse prendre des décisions. Donc après, il y a eu des dépistages, réalisés dans les EHPAD, certains sites également, faits par l'ARS locale. Donc voilà, tout ça évidemment dans l'optique, de limiter l'impact de l'épidémie. On Sachant que le suivi est vraiment très efficace, lors du redémarrage épidémique, puisque c'est là qu'on a le temps d'avance. Une fois que l'épidémie est installée, voilà, c'est un peu moins, c'est intéressant de voir, parce qu'on va voir la décrue éventuelle ou une remontée éventuelle s'il y a. Mais disons que ça, on le voit aussi un petit peu avec le taux d'incidence, une fois que l'épidémie est installée. Donc on a mis en place, ce service, dans de nombreuses, communes. Si on parle que de la France, on a eu, 2 millions de personnes qui ont été suivies par le service en France, soit plus de 200 communes. Actuellement, il y a quelques contrats qui se sont arrêtés vu qu'on a réduit la surveillance. Il y a d'autres contrats qui souhaitent continuer jusqu'à la fin 2022, puisque finalement, c'est vraiment une veille. Et puis on a été quand même un peu surpris par certains redémarrages de l'épidémie, donc on n'est pas complètement à l'abri. Hem, Sachant que voilà, une veille peut finalement se contenter d'un suivi sur une station d'épuration, donc à un coût finalement relativement faible, avec l'optique de pouvoir redémarrer s'il y a une reprise, redémarrer un suivi plus fort. En Espagne, ils ont été aussi, très actifs, sachant que c'est un fonctionnement un peu plus différent, un peu moins, national qu'en France, donc beaucoup plus fédéral en Espagne. Donc chaque région a mis en place son suivi. Donc 12 millions d'habitants qui ont été suivis également, en Espagne. Et on a développé aussi ce service-là dans d'autres pays, donc au Royaume-Uni, notamment avec un suivi assez, fort de d'établissements scolaires.
Au Maroc, avec le royaume qui a souhaité suivre les principales villes du Maroc. En Inde, on suit également des stations d'épuration. Au Chili, on suit la capitale. Et au Mexique également, ça se déploie alors un peu plus récemment. Ils ont été un peu plus longs à réagir, mais voilà, ça se déploie aussi. Aux États-Unis aussi, on commence à avoir des suivis. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été reconnu comme étant complémentaire finalement des suivis hospitaliers ou en laboratoire. Donc quelques exemples, alors là j'ai pris que notre suivi en France, donc quelques exemples de suivi, donc assez proche de la région parisienne, donc l'agglomération de Versailles, on l'a suivi, c'est un des premiers contrats qu'on a suivi, puisqu'on exploite, la station d'épuration, et une partie du réseau pour le syndicat, Hydrolis. Donc là, on a pu voir, je vous montrerai quelques courbes. On a vu la reprise épidémique, notamment, à la rentrée, des vacances de Noël. Et donc on a pu alerter la collectivité sur le risque, important de reprise. La métropole d'Orléans également qu'on a suivi, sur une grosse partie du territoire de la métropole. Et puis, sur la droite, de suivi, un peu encore plus local. Donc, je parlais des écoles, on a suivi des écoles, en région parisienne. Donc là, vous avez l'exemple de la Garenne-Colombes, où à la rentrée, je crois que c'est la rentrée au mois de mars, cette année, où, on a, voilà, dès la première semaine, on a détecté, des cas de covid alors que, bah, les enfants n'étaient pas dépistés. On a tout de suite vu effectivement du virus, hein, dans les eaux usées de l'école, hem, alors que finalement aucun enfant ne développait de symptômes, hein. Et donc on a alerté la commune qui a, avec l'appui de l'ARS, lancé une campagne de dépistage, salivaire, et donc il y a eu des cas, positifs qui ont été détectés. Et donc ça a permis de ne pas fermer finalement l'école, hein, de pouvoir, mettre ces personnes, ces élèves, à la maison, en quarantaine, plutôt que voilà, de contaminer finalement toute l'école. De même sur un quartier dans le nord de la France où, bah, suite à une là on suivait, la commune de Denain, qu'on suit toujours d'ailleurs. Hem, on suivait 5-6 quartiers, et bah, il y a eu un moment où, finalement, il y a un quartier qui a vraiment, eu une augmentation assez forte de la concentration, en virus dans l'eau usée, alors qu'il n'y avait pas forcément une augmentation du taux d'incidence, donc des personnes qui n'avaient pas été diagnostiquées. Et donc on a alerté également, et il y a eu, alors des tests, sur la base du volontariat, donc je pense qu'on n'a pas pu tester tous les habitants. Mais il y a eu des tests physiques qui ont permis au moins de détecter un cas positif, et donc peut-être de ralentir la propagation épidémique, locale. Comme je l'ai dit, alors je cite pas tous les sites, mais on suit, Dunkerque toujours, et donc ça a été assez intéressant de voir l'arrivée, du variant anglais. Sur les variants, on a pu développer aussi des protocoles d'analyse pour arriver à, spécifier, donc savoir est-ce que c'est du variant anglais, est-ce que c'est du variant, indien, est-ce que c'est la souche d'origine? Donc ça, on peut le faire. La conclusion qu'on a eue, c'est que finalement, c'est quand même plus intéressant de suivre, l'ensemble des souches, hem, avec le temps d'avance qu'on a. Parce que finalement les variants, alors déjà on a un peu de retard parce que quand ils arrivent sur le territoire, les variants, il faut avoir les réactifs nécessaires pour pouvoir faire l'analyse. Donc il y a toujours un petit décalage, et puis finalement on s'est rendu compte que les variants, notamment, on a eu l'anglais, l'indien, prennent très vite le pas par rapport à la souche d'origine. Donc en l'espace de 2-3 semaines, ça balaye la souche précédente. Heu L'intérêt du suivi dans les eaux usées, on l'a fait, on n'a pas trouvé, un intérêt, heu, très important, en tout cas complémentaire du suivi qui est fait sur les tests, PCR physiques. Je parle uniquement des variants. En fait, quand il y a eu les alertes d'arrivée du variant indien ou anglais,
Ce qui s'est passé, c'est que les tests physiques ont engendré des dépistages génomiques, donc là, pour chercher vraiment le type de souche, donc le variant. Et au final, voilà, les résultats arrivaient avec 1 ou 2 semaines de décalage par rapport à ce qu'on avait dans les eaux usées, mais ce décalage-là était pas forcément important, en tout cas pour la gestion locale. Si vous voulez, sur Dunkerque, de savoir que c'était du variant anglais ou du variant d'origine, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une explosion des contaminations. Donc, de toute façon, il fallait mettre en place des mesures de restriction pour éviter une propagation plus forte. Après, de savoir que c'est le variant anglais, c'est intéressant parce qu'on allait voir que ça allait pouvoir qu'il y avait un risque de peut-être de contagion plus forte ou de un risque d'effet clinique plus important. Mais en tout cas, sur la partie eaux usées, le le le, mmh, l'intérêt est plus limité. Si vous voulez, pour savoir s'il y a des effets plus importants, c'est quand même les tests hospitaliers, les suivis au niveau des urgences qui permettent ou de la réanimation qui permettent de savoir si le variant anglais est plus dangereux ou pas que le variant précédent. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus, mais vous pourrez poser des questions là-dessus par la suite. Voilà, donc juste un premier, enfin, sur la partie principale de ma présentation, juste dire que voilà, cette offre-là, elle a permis de relier à la fois notre connaissance du réseau qui est essentielle pour pouvoir savoir comment, découper le réseau et agir au niveau local. L'analyse, qui est le point central, hein, évidemment, il faut pouvoir analyser le virus et pour le coup, nos laboratoires ont été assez efficaces là-dessus puisque finalement, on a travaillé aussi avec le réseau Aubépine, dont vous avez peut-être entendu parler, un réseau de recherche, en fait, qui a été mis en place au démarrage de l'épidémie en France. On a travaillé avec eux, on fait les analyses, sur une partie des stations d'épuration qu'ils suivent, dans le cadre d'Aubépine. Mais les principaux, certains, laboratoires privés n'ont pas été sélectionnés par Aubépine, n'ont pas réussi à passer les tests de performance, alors que les nôtres ont été parmi les seuls, laboratoires privés à être validés dès le début de l'épidémie. Et puis l'expertise sanitaire, voilà, parce que la donnée brute elle-même, je vais vous le montrer par la suite, donc l'analyse elle-même du virus n'est pas toujours suffisante pour donner une interprétation de la circulation épidémique. On a besoin d'experts épidémiologistes pour faire ça. Voilà, juste pour info, on a obtenu quelques prix, voilà, suite au développement de notre offre et à son application. Donc au salon des maires, on a été, primés sur l'innovation et également sur un prix, international au Global Water Awards qui récompense en fait les meilleurs projets, dans le monde de l'eau, heu, au niveau mondial. Alors, je vais rentrer dans une partie peut-être un peu plus scientifique. Ça va assez court, mais pour vous expliquer que, bon, déjà, il y a une partie compliquée au niveau de la concentration et de l'extraction, des échantillons. Donc, comment on fait pour analyser le virus dans l'eau usée? En fait, il faut déjà purifier, ces échantillons-là. Vous voyez bien, de l'eau usée, c'est pas forcément, très, très simple d'analyse. Donc il faut pouvoir, concentrer l'échantillon et encore extraire l'ADN du virus. Donc là, c'est encore des techniques un peu plus poussées, mais qui sont beaucoup développées, hein, avec évidemment toutes les analyses génétiques. Et après, on utilise de la PCR conventionnelle, on va dire, ce qui est utilisé pour les tests, nasopharyngés. Suite à ça, bon, on arrive à déterminer, à mesurer une concentration donc de génome, de gènes spécifiques du virus dans l'eau. Donc on exprime en copies de génome par litre, ce qui est valable pour tous les variants delta, mais tous ceux qui arriveront par la suite également. Donc on a une concentration. En fonction de cette concentration, on est capable de dire à peu près, l'état de la circulation. Est-ce que c'est une circulation active, forte ou pas? Donc là, je vous passe les détails sur les valeurs, parce qu'en elles-mêmes, c'est pas très intéressant, mais heu, voilà, bon, c'est quand même des valeurs en puissance de 10, donc il va falloir qu'on a beaucoup dans les eaux usées, mais il faut une certaine valeur pour que ce soit vraiment, synonyme d'une circulation active. Alors ensuite, évidemment, il y a des erreurs d'analyse, hein, il faut tenir compte de l'erreur analytique,
avant de donner une interprétation. C'est-à-dire que faut quand même faire attention sur l'interprétation qu'on peut donner d'une valeur brute. Et donc, pour être un peu plus sûr de l'interprétation, pour affiner nos interprétations, il faut qu'on utilise d'autres paramètres qu'on va analyser aussi dans l'eau. Donc on analyse un autre virus qui sont les bactériophages ARN spécifiques. C'est un peu barbare comme nom. En fait, ce sont des virus tout à fait ordinaires qu'on retrouve dans notre intestin et qu'on rejette par les selles, qui est complètement, anodin, hein. En gros, c'est des virus de bactéries. Voilà, parce que même les bactéries sont sujets au virus. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on trouve tout naturellement dans notre métabolisme, donc qui est plutôt une concentration assez stable. Et donc ça nous permet, je vais expliquer un petit peu après, mais c'est un paramètre qui est intéressant. On utilise aussi, les débits d'eau qu'on va retrouver dans les réseaux, la population raccordée. Alors, on ne sait pas au temps T combien de personnes sont raccordées. Des gens peuvent partir en congé, en week-end, peuvent se déplacer pour le travail, et cetera. Et la concentration en ammonium qu'on retrouve, donc NH4, qu'on retrouve aussi dans les eaux usées. Tous ces paramètres-là, en fait, vont nous permettre de limiter certains biais parce que, finalement, ce qu'on mesure, c'est l'activité humaine. Ce qu'on va retrouver, c'est l'excrétion humaine, dans le réseau. Si, on a de la pluie, on peut avoir sur certains réseaux une forte dilution, liée à la pluie. Donc on pourrait très bien analyser, le virus dans les eaux usées et se retrouver avec une baisse de concentration, se dire: «Ah chouette, l'épidémie ralentit», alors qu'en fait, c'est juste la dilution, par les eaux usées. Donc pour ça, on utilise le débit. Évidemment, si on voit que le débit augmente, ça peut être dû à la pluie. Mais aussi ces bactériophages, donc cet autre virus, si on voit que sa concentration a baissé et que le ratio entre le SARS-CoV-2 et ce virus-là a changé, bah, peut-être que c'est dû on peut en déduire que c'est dû plutôt à de la dilution qu'à un ralentissement épidémique. Donc voilà, on utilise ces paramètres-là pour faire nos réflexions et également sur le mouvement de population. On l'a vu par exemple à Noël, il y a eu des départs, en vacances, notamment en région parisienne, qui ont affecté, les courbes de suivi. Mais en ce qu'on appelle normalisant, en utilisant ces autres paramètres, on arrive à éviter, ces biais, d'interprétation. Donc bon, là, vous voyez des courbes, hem, en en gros, sur la gauche, vous avez, des courbes de concentration. Donc les points que vous voyez, c'est une augmentation, voilà, de concentration en fonction des semaines. Heu Bon, quand on voit cette courbe-là, on a un peu du mal à donner une interprétation. Si on voit les 4 autres graphiques, alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça, quand on les voit la première fois, mais ça nous peut, en normalisant, donc en utilisant d'autres données, donc là, le débit, les phages, donc c'est l'autre virus dont je parlais. On va faire des calculs et avec ces calculs-là, on va retracer d'autres courbes et là, on va pouvoir vraiment, mieux interpréter. Donc là, on voyait plus nettement, les changements de pente et donc pouvoir déterminer s'il y a une accélération de l'épidémie, une réduction et si on est, voilà, s'il faut prendre des actions particulières. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'analyse de ces graphes, mais bon, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Mais voilà, en gros, il y a un travail sur les données pour pouvoir affiner les interprétations. Je vais finir sur quelques exemples de résultats. Alors c'est des résultats un petit peu plus anciens. Voilà, on n'a pas non plus la possibilité de donner les résultats des collectivités qu'on suit en temps réel, mais là, c'était pour vous montrer l'intérêt, aussi d'utiliser d'autres paramètres et sous quelle forme, ressortent, les résultats. Donc là, c'est des graphiques relativement, simplifiés, mais heu, on a des concentrations donc qui vont varier de 10 puissance 3, 10 puissance 5, 6, 7 de copies de génome du virus dans les eaux usées. Là, on a suivi, par exemple, sur cette, collectivité, plusieurs quartiers. Bon, quand on voit la concentration comme ça, rapportée en unités, enfin en 10 puissance, en puissance de 10, on voit des augmentations d'un log de temps en temps. Bon, par exemple, à partir de début janvier, par exemple, on voit une augmentation. OK. Est-ce qu'elle est suffisamment importante pour dire qu'il y a une aggravation de l'épidémie? Un log, on peut commencer à penser qu'il se passe quelque chose.
alors qu'on était en période de couvre-feu, hein. Et quand on l'affine, donc c'est les mêmes résultats, mais cette fois affinés avec l'utilisation donc d'un calcul particulier. Là, on va voir que le confinement de fin d'année avait baissé la concentration. Donc là, c'est un indicateur de calcul. Tout de suite après la fin du confinement de Noël, juste avant les vacances de Noël, on voyait une remontée finalement de tous les quartiers, très rapidement, même avant, le début janvier et finalement, correspondant, à tous les quartiers de la ville en question, qui étaient sujets d'ailleurs à des déplacements de population. Donc on a aussi utilisé d'autres facteurs pour affiner nos interprétations et quand on rapporte cette courbe-là, donc c'est la courbe que vous venez de voir, sur laquelle j'ai rajouté le taux d'incidence, en centaines de personnes pour 100 000 habitants, contaminés par le virus. On voit finalement qu'au cours de décembre, janvier, le taux d'incidence avait été relativement stable et finalement qu'il a augmenté, plusieurs semaines après, plutôt à partir de mi-janvier, plutôt à partir d'ici. Donc on retrouve ce décalage de 2 semaines dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on a identifié, nous, à partir du fin décembre, déjà une reprise épidémique via les eaux usées, qui s'est traduit par une augmentation dans le taux d'incidence plutôt, vers le 10-15 janvier. Donc on avait, même plus que 2 semaines, d'avance finalement sur l'impact, au niveau du taux d'incidence. Voilà, donc pour conclure, en fait, c'était une démonstration pour montrer que, ce suivi permet d'avoir un temps d'avance. On l'a revu d'ailleurs au mois de juin, parce que fin juin, on a revu des augmentations dans les différents sites, qu'on suivait. On voyait déjà augmenter, la concentration en virus dans les eaux usées, qui s'est traduit finalement par une augmentation du taux d'incidence plutôt à la mi-juillet ou vers au juillet, fin juillet. Donc voilà, ça c'est on a pu montrer et puis avertir aussi certaines ARS du risque de reprise. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été, validé par la Commission européenne, hein, puisqu'il y a une recommandation pour tous les États membres de s'équiper d'un suivi, des eaux usées au niveau épidémique. Et donc la direction générale de la santé est en train de travailler, un peu en contact avec nous aussi, sur la mise en place de ce nouveau suivi qui devrait avoir lieu, à partir de fin décembre, début janvier. Et de manière, générale, plus générale, ce suivi épidémique, en tout cas les données qu'on peut récupérer dans les eaux usées, présentent un intérêt pour d'autres virus évidemment et donc on envisage d'utiliser ça pour, des suivis peut-être de gastro, de grippe, voire de suivi de virus qui aurait été, détecté par l'OMS dans certains pays. On pourrait adapter le système pour faire une surveillance en France pour éviter qu'ils n'arrivent, et viennent nous contaminer. En tout cas, avoir l'information le plus tôt possible. Voilà, j'en ai fini sur ma présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai pas suivi s'il y avait des questions, dans le chat. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Effectivement, on a 2 questions dans le chat. Frédéric, je crois que vous êtes encore en ligne. Donc, Frédéric est de l'Université du CFL. Vous voulez peut-être les poser de vive voix vos questions. Oui, merci, avec plaisir. Surtout que, merci, Monsieur Delage, vous avez déjà répondu à certaines d'entre elles. Déjà, c'est normal puisqu'on les pose à l'avance. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Alors, vous avez répondu sur la sélectivité. J'imagine que votre analyse est sélective. Enfin, je pense que vous avez répondu à ça dans la dernière partie. Ouais, effectivement, on analyse, 2 gènes spécifiques du virus. Comme je l'ai dit, en fait, bon, c'est un peu par chance, hein, entre guillemets, mais ces 2 gènes, sont pas affectés par les mutations. Donc on arrive à suivre toutes les formes du virus SARS-CoV-2, en tout cas toutes celles connues jusqu'à présent. Et ce qu'on peut faire après, vu que c'est basé sur de la PCR, on peut imaginer suivre, n'importe quel virus du moment qu'on sait, quel gène, rechercher. C'est pour ça que je dis qu'on peut l'adapter à la gastro, à la grippe, à d'autres,
d'autres norovirus, coronavirus, ou voire des bactéries, hein. Mais est-ce qu'on connaît la cinétique de dégradation justement du virus dans les réseaux d'assainissement enfin, cinétique, c'est-à-dire à la fois cinétique et propagation. Et puis, est-ce qu'on sait si le virus éventuellement se loge dans une partie de la canalisation? Est-ce que la répartition est uniforme? Enfin, quelle incidence sur sur la Alors, collecte finalement? ouais. Alors, en fait, ce qui apparaît, alors il y a quelques études, il n'y a pas un nombre infini d'études, hein, qui ont été faites sur le sujet, mais il y a quelques études qui montrent en fait que le virus est inactivé dans les selles. C'est-à-dire que quand on l'excrète, il est déjà plus contaminant, très peu contaminant. On ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Donc apparemment, il est quand même dégradé dans le métabolisme humain, en tout cas au niveau des selles. Et donc le risque, la présence dans le réseau d'assainissement est très, très, très faible. Donc le risque est, je ne vais pas dire, 0, mais quasi proche de zéro. Après, il y a plein d'autres virus dans dans le réseau d'assainissement, donc nos opérateurs, de toute façon, ont des équipements de protection individuels, hein, pour tout autre virus qui, eux, ne sont pas dégradés, avant d'arriver dans le réseau. Heu et donc il n'y a pas vraiment d'études sur la cinétique de dégradation puisqu'à priori, il est déjà peu présent dans le réseau. Oui, vous avez évoqué la dilution hein, par des eaux usées, pas par d'autres types d'eau qui permettraient effectivement d'influencer la proportion. Oui. Alors, est-ce qu'on envisage à terme, et ça fait partie des choses qu'on fait avec du CVFM, mais ou qu'on pourrait faire en tout cas, c'est d'avoir des smart probes, c'est-à-dire d'avoir un laboratoire sur place, c'est-à-dire au lieu de transporter les échantillons dans un laboratoire, etc., mais d'avoir une analyse sur place peut-être moins fine qu'en laboratoire, mais de façon à pouvoir peut-être parfois diminuer les coûts, hein, notamment les coûts de transport, de centralisation, etc. Oui, tout à fait. Ben, on est en train de travailler là-dessus effectivement, d'essayer de miniaturiser un peu une sorte d'automate pour pouvoir avoir une sentinelle qu'on mettrait à demeure finalement dans le réseau et qui pourrait faire, l'analyse in situ et avoir aussi un retour, peut-être plus rapide, hein, gagné sur ces 2-3 jours que je mentionnais. Puisqu'effectivement, il y a la collecte, il y a le transport, donc on perd déjà de toute façon, un peu de temps, qui sont difficilement, compressibles. Donc si on arrive à avoir un système fiable, d'analyse, in situ, c'est effectivement un plus. Donc on est en train d'y travailler. C'est bon, voilà, c'est pas évident, mais je pense que c'est un domaine, effectivement important, de travail pour l'avenir, ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous envisagez de travailler là-dessus, vous pouvez nous contacter, on pourra en discuter plus longuement, ouais. Oui, merci beaucoup. Oui, ce sera fait, bien sûr. Oui. Alors, vous parliez du mode de prélèvement, je vois dans la question, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais on fait des prélèvements, moyens 24 heures, pour avoir une représentation vraiment, la plus fiable possible de ce qui se passe sur le territoire. Hem, je sais qu'il y a eu, par exemple, les marins-pompiers à Marseille surtout au démarrage de l'épidémie, je pense que maintenant ils ont un petit peu changé, mais on fait des prélèvements ponctuels. Alors ça peut être intéressant, on va dire en urgence, et cetera, mais on risque de passer à côté finalement de la présence du virus puisque tout le monde ne va pas aux toilettes en même temps. Par exemple, sur les écoles, si vous faites des prélèvements, ponctuels, vous risquez de passer complètement à côté. Donc l'important est de faire des prélèvements en moyenne 24 heures et c'est d'ailleurs, ce qui fait partie de la recommandation, de la Commission européenne, pour la mise en place du suivi sur les eaux usées et voilà, plus représentatif en tout cas de ce qui se passe. Merci. Ensuite, on avait une question de Jacques. Je ne sais pas si vous voulez la poser directement, monsieur qui est sur son iPhone. Oui. Oui, bonjour. Ma question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais comme il y a beaucoup de documents réglementaires sur la prévention des risques, documents d'information parfois, les PPRI, toutes les réglementations liées à l'habitat, je me demandais s'il n'y avait pas lieu qu'il y ait à une échelle d'un bassin de vie, un bassin d'assainissement, là où il y a des syndicats d'assainissement, une information sur la surveillance sanitaire des réseaux. Oui, alors, on est un peu persuadé de ça, nous chez Suez, parce qu'on pense que ça peut apporter des bénéfices,
sur la santé, mais aussi économique, hein, au territoire. Parce que détecter un virus avant qu'il affecte toute une population, ou même si on parle juste de la gastro, hein, qui a quand même un coût sur le régime de santé français, même voilà, des virus peut-être un peu moins médiatiques, ou en tout cas moins dangereux que le Covid, ça peut avoir un intérêt évidemment pour la santé, mais sur l'aspect économique, en limitant peut-être les nombres de consultations, la prise de médicaments, etc. Puisque par définition, ce sont des choses qui se propagent. Donc, si on arrive à alerter le plus tôt possible pour couper les contaminations, c'est tout l'intérêt de la collectivité. Ça se fait au Japon. Il y a alors c'est pas sur tout le territoire du Japon, mais il y a quelques villes, de grandes villes évidemment, qui ont mis en place pour la gastro, pour un suivi de la gastro. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme nous, hein, ils ont des analyses qui sont faites dans le réseau, ou sur les stations d'épuration. Et bah, chaque année, dès qu'ils voient arriver ça dans le réseau, ils alertent, et donc ils mettent en place toutes les mesures de restriction sanitaire pour limiter la propagation et limiter l'impact de la gastro sur leur territoire. Donc évidemment, ça peut être envisagé après. On a eu des discussions avec la DGS, hein, suite à ça, les ARS aussi. Ils découvraient, on va dire, maintenant ça fait plus d'1 an, mais ils n'étaient pas très au fait de l'épidémiologie des eaux usées, qui n'avaient pour l'instant pas vraiment eu d'application, on va dire, à grande échelle, dans le monde. Donc voilà, ils ont appris pas mal là pendant 1 an, et je pense qu'effectivement, ça leur a fait prendre conscience de l'importance de ce qu'on peut retrouver dans les eaux usées, et que ça peut servir à des fins sanitaires, sachant que ça peut être très large, hein, ça peut être les virus, les bactéries. On fait aussi des suivis sur des micropolluants, donc on peut connaître aussi les consommations de certains médicaments, on peut connaître des consommations de drogue, des choses comme ça via les eaux usées. Donc c'est quand même un domaine, à mon avis, qui est pas fini d'être exploré. Merci. Eh bien, on en arrive à la fin de ce temps d'échange. Merci beaucoup nouveau à M. Delahaye de Suez. Merci aussi à nos participants. Je vous informe que la prochaine conférence a lieu le 16 novembre sur un sujet qui est un petit peu différent, qui est booster son développement grâce à la commande publique et à l'innovation. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Nous avons d'autres événements, mais qui sont peut-être plus à destination des entrepreneurs, donc qui sont un petit peu moins la cible de ces conférences. Et vous allez recevoir aussi à la fin de cette conférence un petit formulaire d'évaluation. N'hésitez pas à le remplir, à nous faire part de vos commentaires, de façon à ce qu'on améliore en continu ce cycle de conférences, que ce soit sur les thèmes, les horaires, le format, la durée. Voilà. Merci à tous, et je vous souhaite une excellente journée. On est parfaitement dans les temps, et bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.